Il faut savoir que aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun professionnel qui est intéressé par faire un prix du jeu de rôle si ça veut dire que son jeu ne peut pas concourir, ou ses jeux ne peuvent pas concourir. Et comme c'est un milieu petit, ben, la question se pose. Tu parlais de Tanga, qui était aux éditions John Doe. Tout à fait. En tant qu'auteur, comment tu travailles tes projets en fait? C'est d'abord par le thème ou par le système de jeu? Alors Tenga, c'est très particulier comme jeu pour moi, pour toute une série de raisons, mais Tenga, en fait, c'est... quand j'étais gamin, j'étais passionné de... Enfin, je sais pas pourquoi je dis quand j'étais gamin, enfin. Je suis passionné d'une partie de l'histoire du Japon, qui est en gros l'unification du Japon. Et quand j'étais gamin, je jouais beaucoup dans le club où je jouais adolescent, à un jeu qui s'appelait Bushido, qui est un jeu qui est sorti... alors, aux États-Unis à la fin des années 70, en France au milieu des années 80. Et on jouait dans un univers qui n'était pas exactement le Japon, mais qui ressemblait beaucoup, et ça correspondait à peu près au moment où on voyait arriver des films japonais, les films Kurosawa qui arrivaient à Cannes, des trucs comme ça. Et ça nous plaisait beaucoup, sauf que au fur et à mesure, on commençait à trouver les limites. Et du coup, pendant des années, moi j'ai joué à ce jeu des quantités de parties phénoménales, avec mon groupe d'amis, et puis je notais des trucs qui me plaisaient pas, et puis de toutes ces notes éparses, en fait, des années plus tard, c'est devenu un jeu. Donc là, c'est vraiment la première source d'inspiration de Tenga, c'est nos parties de Bushido, j'ai envie de dire. C'est un peu ce qu'on conseille de pas faire quand on a quelqu'un qui vient présenter un jeu, c'est de dire fais pas un jeu juste pour prouver que l'autre a tort ou pour régler les problèmes de notre jeu, quoi. Et là, il y avait un peu de ça, il y avait... c'est pas donc... plus encore que le thème, il y avait nos autres parties, en fait, ce qui nous manquait dans nos autres parties. De se dire, je sais pas, dans toute la dramaturgie... Enfin, je vais pas utiliser trop de mots compliqués, je maîtrise pas, mais dans le cinéma japonais des années 60, par exemple, on voit énormément de films qui sont des films contestataires. C'est-à-dire, au lieu d'avoir, comme on a dans le cinéma de Kurosawa, des samouraïs qui sont vénérés, qui sont vus de façon très très positive, en général, hein, il y a des contre-exemples. Dans ce cinéma-là, les héros étaient toujours en opposition avec cet ordre de samouraï, avec l'État, etc. Et là où, dans les histoires classiques, à l'européenne ou à l'occidentale, on avait beaucoup les jeunes héros, enfin tout ce qui est le voyage du héros, de Campbell, tout ça, donc disons, pour faire simple, Star Wars. Là, au lieu d'avoir des jeunes héros qui allaient devenir des hommes en se confrontant à des épreuves, on allait avoir des héros qui étaient déjà aguerris, et qui allaient dérouiller comme jamais, et qui allaient essayer de rester dignes malgré tout. Et ce genre de truc, par exemple, on n'arrivait pas à le jouer. Les notions de sacrifice qui étaient si importantes dans la culture japonaise, c'était un peu aberrant dans les règles du jeu telles qu'on nous le proposait, parce qu'en gros on nous proposait des choses qui étaient très très innovantes à l'époque, et certaines encore aujourd'hui, mais c'était très proche d'un Donjons et Dragons colorisé à la japonaise, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, il y avait plein de choses qui passaient pas encore en termes de ressenti provoqué par les règles, en fait. Les notions de sacrifice, oui, on n'avait aucun intérêt à le faire, c'était complètement con, on perdait notre bonhomme et puis c'était fini, quoi. À ce jeu-là, on avait juste un truc qui était le personnage suivant, il y avait des règles de réincarnation, enfin de karma, le personnage suivant pouvait avoir des bonus suivant ce qui était arrivé au personnage précédent. Mais c'était très très limité. Donc l'idée c'est ok, comment est-ce qu'on retrouve cette façon de jouer, en fait. Ce ressenti, voilà, c'est vraiment ça. Alors je sais pas si j'ai répondu à la question, si je me suis perdu dans mes histoires de vieux combattants. Non, ça va. D'ailleurs, pour ce jeu, tu as reçu un Grog d'or en 2011. Et c'était super cool. Justement, dans le monde du jeu de plateau en ce moment, il y a eu quelques questions au sujet de l'As d'or à Cannes, qui détermine le jeu de l'année en quelque sorte. Il y a des jeux Kickstarter, qui sont Kickstarter only, et qui n'ont pas de prix,
qui ne sont pas représentés, le jeu de rôle non plus. Est-ce que vous pensez que ça mériterait d'y être, ne serait-ce que pour avoir une reconnaissance auprès du public? C'est une bonne question. C'est pas simple d'y répondre parce que tout dépend ce qui détermine le choix du prix finalement, quoi. Parce que je pense qu'à côté de plein d'autres jeux qui sont nommés à ce prix, plein d'autres jeux de société, même j'allais dire, à part peut-être les jeux de rôle qui sont faits spécifiquement pour l'initiation, comme on en voit fleurir quelques-uns en ce moment, je pense que ça reste quand même difficile d'accès, et que j'allais dire un public qui a peu l'habitude du jeu de rôle voterait pas pour le même jeu que le public rôliste, même qui a l'habitude de faire un petit peu de jeu de rôle de temps en temps, quoi. Et du coup, bien que ce soit aussi un jeu de société, c'est peut-être c'est compliqué à dire en fait, ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent en termes d'accessibilité, de temps qu'il faut, ne serait-ce avant de préparer, enfin avant de faire la première partie, au moins pour le meneur de jeu, pour les jeux avec des meneurs de jeu, mais il y a toujours ce temps-là. Alors on peut avoir des jeux de société, des jeux de plateau où il y a pas mal de règles aussi ingurgitées avant, mais du coup ouais, ça me paraît peut-être un peu décalé par rapport à d'autres jeux quand même. Enfin ça pourrait être une bonne chose, hein. Mais en termes d'organisation, de comment on sélectionne quel jeu parmi tous les jeux de rôle qui sortent, combien on en collectionne par rapport à tous les jeux de société, je pense que ça pose plein de questions auxquelles là, comme ça, je saurais pas répondre de but en blanc, quoi. Ouais, concrètement, ça pose plein de problèmes. Enfin, moi c'est quelque chose que vraiment j'aurais aimé avoir pendant plusieurs années. Mais il y a plusieurs soucis. Alors déjà, pour revenir sur l'histoire du Grog d'Or, faut bien comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Parce que donc le Grog, c'est un portail, c'est un site web une encyclopédie de jeux de rôle en gros, en ligne. Et les gens qui se chargent de ce site en fait sont les premiers à faire redescendre la pression quand on parle de ces prix-là. Parce que ces prix en fait c'est tous les mois ce qu'ils appellent les matelots, donc les gens qui participent à ce site, votent pour un jeu du mois parmi ceux qui en gros ont une acuité récente. Les critères, je crois, ont un peu évolué, mais il me semble ont une sortie dans les 3 derniers mois ou un truc comme ça. Ou une fiche dans les 3 derniers mois. Je suis pas sûr de cet aspect-là. Et ils en élisent un par mois. À la fin de l'année, ils en choisissent un parmi les 12 et ils en font leur Grog d'Or. Donc ça ne représente finalement que le choix d'un petit nombre de personnes, sachant très clairement que sur tous les votants, il y en a très très peu qui ont lu les 12 jeux, voire il y en a... Alors je sais pas s'il y en a, mais il y en a quasiment jamais. Donc pour moi, ça a l'avantage d'être un prix qui est très clair sur la façon dont c'est fait, mais il faut surtout pas y mettre ce qu'il n'y a pas en fait. Et dans les autres prix qui existent, notamment aux États-Unis, on a des choses très variées. On a le prix qui est le plus réputé, qui sont les Ennies, qui sont distribués à la Gen Con tous les ans. C'est pareil, ça pose plein de questions, parce que il y a un parti, un vote du public sur une présélection. Et ce vote du public, ça fait quelques années que certains jeux gagnent un peu facilement, ça représente pas forcément leur vente. Du coup, les gens se posent plein de questions sur ce qu'il faut faire, pas faire et tout ça, moi j'en sais rien. Mais donc par rapport à faire un prix dans le jeu de rôle, il y a plusieurs limitations. Il y a qui le fait. Il faut savoir que aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun professionnel qui est intéressé par faire un prix du jeu de rôle si ça veut dire que son jeu ne peut pas concourir, ou ses jeux ne peuvent pas concourir. Et comme c'est un milieu petit, la question se pose. L'autre point, c'est en termes de critique, alors critique au sens très général en fait, de capacité à évaluer des jeux. La masse qui existe dans le jeu de plateau et dans le jeu vidéo, j'en parle même pas, fait qu'il y a une prise de recul assez importante, notamment en termes d'analyse. Il y a pas mal de choses qui existent. On a la capacité de se baser sur, je sais pas, des bouquins ou quand on va lire des articles de type comme, je sais pas, je pense à Antoine Boza par exemple, parce que c'est quelqu'un qui fait un peu de jeu de rôle aussi, donc on a eu l'occasion de discuter. Il y a pas mal de choses qui existent et sur lesquelles on peut essayer
de prendre des choses. Enfin, c'est pas ça commence. Il y a des choses qui se formalisent. Il y a une capacité à analyser les jeux qui est en fait plus importante que dans le jeu de rôle. Aujourd'hui, dans le jeu de rôle, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on voulait créer cette collection. Ces choses-là sont éparses entre diverses personnes. C'est pas forcément, c'est pas unifié, mais c'est pas forcément partagé par tout le monde. Tout à l'heure, on a passé beaucoup de temps à dire du mal d'une théorie, par exemple, mais c'est aussi une des seules théories qui s'était un peu imposée. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de trouver les critères, et surtout, vraiment la question de qui va choisir et comment est très difficile. Si dans la presse spécialisée, on a de très bonnes façons de faire des revues de jeux, c'est-à-dire de faire en gros de dire c'est plus ou moins pour telle personne ou plus ou moins pour telle personne tel jeu, ça, il n'y a aucun problème, on sait faire. Par contre, il y a beaucoup moins de critiques qui vont être capables de mettre, par exemple, plusieurs jeux sur un thème donné en comparaison, ou qui vont faire des analyses sur certains points mécaniques, ou qui... même les termes ne sont pas unifiés, en fait. Dans le jeu plateau, si on parle d'une mécanique de stop ou encore, par exemple, tout le monde va voir ce que c'est. Dans le jeu de rôle, c'est pas forcément le cas. Donc toutes ces choses-là font que c'est un peu compliqué, je trouve. Mais tout ce qui pourrait aller dans le sens d'une structuration, un peu tout ça, moi je trouverais ça génial. Par contre, est-ce qu'on est prêt pour faire ça, pour le faire bien, je sais pas. Dans tous les cas, tant que les gens avancent et font des pas vers... font des choses, après on les prend pas, ça marche ou ça marche pas, on verra quoi. Le Grog et quelques autres ont eu le mérite au moins de proposer des choses.